Bonjour Pascal. Alors, aujourd'hui j'accueille Pascal qui va nous parler de la chasse des oies, parce que c'est une de ses passions, il connaît bien. Hein. En guise d'introduction, moi ce que je voudrais dire, c'est que il y a 30 ans, tuer une oie, tuer deux oies, taper dans une bande d'oies, c'était réellement un événement. Moi je me souviens, j'avais vu des articles dans La Voix du Nord, je me suis dit non, dans La Voix du Nord, avec un chasseur qui tenait son oie, c'est quand même incroyable. C'est l'exception. C'était l'exception. C'était, voilà, dans la vallée de la Sarcelle, s'en tuait tous les ans. Il y avait une hutte surtout qui tapait parce que la mare était plus attirante. Les grands étangs de la Somme, un peu. Oui. Hein, et puis un petit peu les Landes. Mis à part ça, personne qui tuait d'oie. Personne. Non. C'était que des cendrés. On voyait jamais de de rieuse. Les moissons, c'était quelque chose qui était inconnu. Totalement. Il y en avait parfois lors des gros hivers. Oui. Et encore. De vue, de prélever, pas forcément. Voilà. Donc aujourd'hui, par contre, on a assisté à une explosion de la population. Je lisais dernièrement un article, il y a plus de 600 à 800 000 oies cendrées sur le nord-ouest de l'Europe. Et tuer une oie aujourd'hui, c'est banal. C'est presque devenu banal. Oui, presque devenu. C'est presque devenu Oui, presque banal. devenu. La chasser et en voir, c'est beaucoup plus courant. Voilà. La prélever, Alors, c'est oui. différent. Alors, depuis quelques années, on a le droit aussi de mettre des oies à la tâche. Hein. Et il y a des sauvagiers qui se sont spécialisés finalement dans la chasse des oies. Pascal, tu as quel âge? J'ai 43 ans. 43 ans, on est né la même année, c'est formidable. Je viens de les fêter la semaine dernière. Ah bon, d'accord, écoute, bon anniversaire. Merci, 43 ans. Je vais à la hutte depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Depuis l'âge de 8 ans. Voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors tu chasses dans quel coin? Je suis capable de chasser partout. Voilà. D'accord, je connais tout le département de la Somme. Tout le département, donc dans la Somme, on va dire. La Somme, je connais bien la Somme. Et puis j'ai fait quelques accartades dans les départements limitrophes et plus loin justement pour ma passion des oies. Ah oui, régulièrement dans les Landes chez des amis là-bas. Ok, bon, on a affaire à un spécialiste. Alors, moi, je vais te dire, j'y connais pas grand-chose. Au niveau des attelages et la chasse des oies, j'ai déjà tué des oies plusieurs fois, mais ça a toujours été sans atteler des oies. Donc les oies sont venues, ont tourné, le marais leur a plu, elles sont tombées là, j'allais dire, spontanément. Bon. Alors, je suis complètement novice, j'y connais rien. Oui. Il faudra m'excuser un petit peu si je pose des questions quand même qui apparaissent un peu ridicules, mais on est comme ça. Alors, ma première question bête. la première question, ce sera est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des oies à la tâche pour faire poser des oies? Non. Non. Pas spécialement. Non. Tout plan d'eau peut être une zone de pose naturelle. Il y a des plans d'eau en plus qui, de par leur surface, plaisent plus aux oies et qui naturellement sur leur trajet migratoire font des haltes, qu'elles soient attelées, non attelées, blétées ou non blétées. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, mais bon, quand même, je suppose que... Après, ça améliore le résultat. Voilà. Ça peut améliorer le résultat. Voilà. Ok, bon. Donc, il faut... le blétage est important, il faut des formes. D'accord, donc toi ce qui est important pour toi dans l'attelage des oies, c'est... il y a le blétage? Oui. Il faut de la masse. Il faut de la masse. Alors, Pas forcément en grand nombre, mais bien placé. Il faut il faut connaître son plan d'eau. Pour moi, dans un plan d'eau, que ce soit pour les oies ou pour les canards, mais encore plus pour les oies, elles ont vraiment leur trajet. Il y a une zone d'entrée et une zone de sortie du marais. D'accord.
Et donc il faut pouvoir bléter sur l'entrée, un paquet de blés d'abattage, comme on dit, À l'arrivage. à l'arrivage, mais pas trop haut, parce qu'on sait que les paquets ont tendance les paquets de blés ont tendance à tirer les oies lorsqu'elles sont posées. Elles ne poseront pas, c'est rare, à part les tout petits paquets, qu'elles se posent directement au blétage. C'est un peu comme les canards. Une oie, c'est extrêmement... oui, c'est un peu comme les canards. La petite sarcelle, elle va tomber en bordure du paquet de blettes, mais l'oie isolée aussi, mais un paquet, ils vont se poser, prendre le temps, et ensuite venir voir. Venir voir un peu les blettes. Voilà. Si le marais est calme, si plan d'eau plaît, elles passeront toujours voir votre paquet de blettes. Donc il faut être à distance, il faut pouvoir être à portée de fusil. D'accord. Ouais. Donc en gros, si l'arrivage se fait à gauche, il faut qu'on mette le paquet de blettes à gauche. Alors combien à peu près? Il n'y a pas besoin forcément d'un grand nombre, une quinzaine ça peut suffire. Une quinzaine ça peut suffire. D'accord. Voilà. Une quinzaine ça peut suffire. Mais alors, c'est des formes, qu'est-ce que tu préfères? C'est des formes avec les coups tendus, voilà. avec... Le coût d'une blette n'est pas... Le tarif d'une blette est différent selon aussi la qualité, etc. Ouais. C'est vrai qu'il y a des très jolies blettes avec le coup plus bas, le coup tendu, certaines dormeuses, etc. J'aime bien quelques coups tendus et des dormeuses. D'accord. Voilà. Je mets les deux dans le paquet. Parce que lorsqu'une pause se fait, dans une bande naturellement, il y a toujours un jar aux aguets, coup tendu qui surveille, les autres elles se lavent, certaines commencent à faire la nuit, elles se reposent. D'accord. Et je fais plutôt un paquet de bêtes naturel comme une bande naturelle. Voilà. D'accord. Donc, les blettes à l'arrivage, Voilà. une quinzaine, une vingtaine. Voilà. Et puis après, des petits pièges de 2 ou 3 avec des appelants dedans. D'accord. Répartis selon le vent pour les faire rentrer à la portée de fusil. En fait. D'accord, ok. Bon. Je ne les mets pas en paquet, pas en boule. C'est-à-dire lorsqu'elles se posent et qu'elles se déplacent sur un étang, elles se mettent en ligne. À queue leu. À la queue leu. Donc je fais en général un V. Ah oui. Je fais un V avec mes blettes, ce qui permet qu'il y a ça forme bien 2 lignes, alors quel que soit l'axe. Alors comme en vol, mais voilà. Sur l'eau. Voilà. D'accord. Un chevron. Ouais. Les chevrons sauvages. Ok. Et là-dedans, j'intercale quelques sauvages, enfin quelques oies d'attelage. D'accord. Non mais attends. Le paquet à gauche qu'on a mis à l'arrivage, là, celui-là, c'est en chevron. Ou alors c'est... En chevron. D'accord, en chevron. Et les autres en ligne. Et les autres, qui sont les autres petits paquets, une ligne à la queue leu, 4-5 par exemple. D'accord, ok. Bon, c'est un choix personnel, hein, mais je trouve mais que c'est ça pas fait mal. plus naturel. Mais je trouve que c'est effectivement une bonne idée de faire ça. Ça me paraît assez naturel. Je suis plutôt axé sur les attelages, même pour les canards, naturels. J'aime pas trop les trucs, les boules resserrées, ça... pour moi, ça donne l'impression... quand les oiseaux... quand une boule a envie de s'envoler, en général, ils se regroupent avant de s'envoler. Voilà. Donc, une boule sur un étang, c'est des oiseaux qui sont apeurés. Et qui n'ont pas envie de rester. Ouais. Donc forcément, ça peut peut-être attirer de loin, mais quand l'oiseau arrive dessus, il se dit « Oulala, ils sont prêts à s'envoler, je reste pas là. » Ça peut les stresser. Je reste pas là. Toi, tu utilises quoi comme espèce alors? Parce qu'on a des 3 oies, on a les cendrées, les rieuses, les moissons, qui sont chassables en France. J'utilise toutes les espèces chassables. D'accord. Alors, mais comment tu les répartis alors? Tu les mets ensemble ou alors tu sépares les espèces? En général, elles ne sont pas les mêmes positions sur l'étang. D'accord. Les cendrées sont placées selon leur champ et l'accouplement déjà. Ah. En général, sur le paquet de gauche, comme tu le disais, oui, à l'arrivage, j'ai toujours 2 jarres chanteurs. D'accord. Donc, et en dessous, parce que je définis mes oies, j'en ai un certain nombre. Trop. Ça mange. Il y a toujours dans ce groupe qui est formé le couple dominant,
Ouais. les couples formés subalternes en dessous, et puis les effacer. Et il faut savoir les placer. D'accord. Ah oui, oui, donc ça fait un petit peu comme l'organisation. Dans une troupe d'oie, il y a une organisation. Ah oui, il y a une organisation. D'accord. C'est un peu comme les, j'allais dire, c'est un peu comme les loups. Elles Oui. sont à la queue leu sur les tempes, Ouais. mais elles sont un peu Elles- comme des loups aussi elles dans sont leur un peu comme- organisation. oui, c'est un peu comme les loups, il y a quand même toujours le jarre dominant et sa femelle qui se déplacent au sein du groupe et qui gèrent le groupe. D'accord. Voilà. Les oies, quand on connaît bien leurs attitudes, ont un respect pour ce couple, elles s'éloignent, elles se poussent, elles baissent la tête, même un autre jarre va savoir s'effacer devant ce couple. D'accord. Donc en fait, ça doit être le couple le plus ancien ou pas Pas forcément. spécialement, c'est un jarre dominant qui prend sa position souvent après l'accouplement et au moment de la reproduction et qui là. D'accord. Donc Mais les jarres dominants. ça peut être violent. Hein. Ah ouais. Ah oui, j'en ai Ah vu ouais. qui ont tué d'autres jarres. Ah oui, carrément. Ah oui. Même une autre femelle ne peut pas supporter un autre oiseau au moment de la reproduction. Ah, et c'est vraiment comme les loups dominants, Oui. limoneurs. Bon, je les ai depuis des années, donc Voilà. je les connais. Donc tu les connais. Et le jarre dominant Oui. à l'arrivage. C'est ça? Jarre dominant, j'ai la chance que mon jarre dominant est un jarre chanteur. D'accord. Ouais. Aussi. Mais, ah oui, il y a différents cris. Alors, oh, ça devient compliqué cette histoire. C'est comme du colvert. C'est comme du colvert. Voilà, il y a aussi bien du chanteur, du demi-cri, du co-cri. D'accord. Voilà. D'accord. On va résumer à ça. J'en ai même, je plaisante, j'en ai deux que j'appelle mes amassoirs. Ah oui, ils chantent plus long. Très très long. Très très long, très court et très saccadé. Donc après, c'est le même système que pour les colverts. On met les longs sur cris l'arrivage à l'arrivage. Les demi plutôt au sein du paquet de blettes pour faire comme une canne de pause, et les courcris en dessous. D'accord. Mais ouais, sauf qu'avec du colvert, on met les mâles à la pause. Oui. Mais là, c'est au niveau des champs. Voilà. C'est au niveau des champs. Le mâle, il est à l'inverse du colvert. D'accord. Donc en fait, il faut inverser les choses. Voilà. Le jarre a tendance à chanter plus fort. Si vous avez, et ça arrive rarement, bon, plus les oies sont pures, enfin vraiment une souche de cendrée pure, moins elles sont bavardes. Ouais. Et il sera exceptionnel. Je n'en ai pas. Voilà, pourtant, j'en ai un grand nombre. Trouver une femelle chanteuse, faut le faire. D'accord, ouais. Une bonne bavarde, une bonne demi, mais une chanteuse, ça va être difficile. Il y a aussi que le jarre, même s'il n'est pas, comme le définirait une chanteuse vraiment très 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 bavard, le fait qu'il soit dominant et le fait qu'il soit dans la chef de meute, il va rappeler très souvent. Ah oui. Il dirige. Il dirige. Voilà. Il m'est arrivé de faire poser une très très belle bande d'oies en février il y a quelques années. C'était sur un étang de la Haute-Somme. On a eu la chance de faire poser une 150 cendrées à 21h. On les a tirées que le lendemain matin à 7h. Et toute la nuit, c'était un gros paquet de migration. On peut imaginer qu'il y avait plusieurs groupes de regroupés au sein de ce. Et il y avait je me souviens, 3 jarres dominants. Des petits paquets de 8 à 10 glissés sur nous, arrivés à 80 cm. Il y avait un coup de demi-tour, tout le monde remontait dans le groupe. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ah oui. Et pourtant, dans cette bande-là, c'est là parce que je pense qu'on va y venir, c'est la qualité des voix. Ouais. Et bien les voix, dans ce groupe-là que j'ai pu observer toute la nuit, j'avais la trace des jumelles au bord des yeux, il y avait des voix que je n'aurais pas voulu dans mon parc. C'est vrai. Des voix extrêmement criardes, extrêmement. Alors comment est-ce qu'on fait la différence entre les chants? Alors comment est-ce qu'on sélectionne ces voix? Mais après voilà, quand on les aime les oies, je ne suis pas un spécialiste des oies, mais je suis un passionné des oies. C'est le principal. Voilà. Quand on les aime, on les a depuis des années, j'en attelle, j'ai des oies qui ont une vingtaine d'années. Et, ah oui ça peut vivre combien de temps ça? La plus vieille que j'ai eue, 22 ans. D'accord. Ouais, donc, mais je pense que ça peut aller jusqu'à 25. Ah, ok. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. et les oies, après, voilà, ce que nous on entend, le rythme saccadé, en fait, l'homme recherche à ce qu'il retrouve quand la bande d'oies passe au-dessus de lui. Ouais. Le chant mélodieux, des de la bande qui passe. Et bon, il faut sélectionner les souches les plus pures. On peut être surprise dans ce que les gens plaisantent en disant des Toulouse, des voix plus ou moins hybridées et
taille gonflée, mais il y a des très très belles voix. Pour les jarres, moi j'aime bien des jarres qui ne sont pas trop stridents, mais très forts, avec des voix très fortes. Très forte, Voilà. pour aller chercher loin. Pour aller chercher loin. Il y a d'autres jarres avec des voix plus douces et plus saccadées. Après, des voix rauques, j'aime bien des femelles avec des voix rauques et graves, avec des bien marqués caca, 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 dans les demi. Et puis du plus harmonieux, comme je disais, en plaisantant, les amassoirs, qui vont faire caca, 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 caca. Vraiment des petites femelles, là. voilà, des petites femelles avec des voix très, très douces et très rapides, en fait. Et longues. Caca, 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 caca. Tiens. Et après, en dessous, la canne, enfin la femelle plus courte, caca, 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 les voix graves. Ah, d'accord. Et dans tout ça, il faut intercaler, comme on disait, les autres espèces, les moissons, les rieuses, etc. Eh bien, c'est compliqué tout ça. Les rieuses, pareil, jarre sur l'arrivage, parce que beaucoup plus bavard, beaucoup plus prudent. Ouais. Il fera, si on fait une chasse mixte, canard et oie, il fera peur. Il aura tendance à faire remonter le gibier. Ah oui. Ah ça c'est une question que je n'avais pas posée tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut, et ça je pense que c'est une question que se posent pas mal de gens là, est-ce qu'on peut chasser correctement en même temps le canard et l'oie? Personnellement, ça ne sera pas l'avis de tout le monde. Moi je dis que oui. Ah oui. Ouais. D'accord. Moi je dis que oui. C'est vrai que on peut se poser la question, les oies ça peut taper fort selon les espèces, surtout ce que je viens de citer, les jarres rieuses dominants ou les jarres rieuses, qui auront tendance à vraiment démarrer fort et pourront... Tout est dans la position aussi de l'attelage. D'accord. J'ai une fois fait l'expérience, invité par des amis dans le Nord, sur la plaine d'Anscott, fait un attelage uniquement à oie. Ouais. Mais uniquement à oie, on avait mis 27 oies. Ouais, plus les formes, plus les formes, etc. Bon, il y avait leur forme de canard qui était quand même placée, mais c'était pas une belle nuit, il n'y avait pas des conditions exceptionnelles. On était quand même assez surpris d'entendre 15 coups sur la plaine. Ouais. Et nous, on tire 2 fois et on fait 3 pilets, un siffleur. D'accord. Pour poser du pilet avec 27 oies à la telle, c'est quand même, c'est que ça gêne pas trop. D'accord. Parce que, et les attaques, on les avait comme à canard. D'accord. On les a eus comme à canard, ils sont posés comme bien à moins de 40 mètres, à 35 mètres devant, pas stressé. Bon. Même le blétage, on est surpris, mais le blétage à bois, il n'est pas suffisamment valorisé pour la chasse au canard. Ouais. On est capable d'accepter, de tolérer des blêtes magnum, des éders, etc. Alors qu'une blette d'oie, elle fait très bien office pour le canard. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je connais des gens qui sont assez réfractaires à l'idée de mettre des oies à l'attelage des formes d'oies à l'attelage, alors qu'il y en a pas qui passent. Mais quand on va en baie de Somme, là, c'est soit des éders, soit des oies. Il n'y a pas de petites formes. Elles sont toutes noires. Et ça fonctionne très bien. En fait, c'est simplement parce qu'elles sont plus grosses. Voilà. Donc elles sont vues de plus loin. Et c'est ce qui attire de plus loin et la petite sarcelle peut tomber dans un paquet d'oies tout pareil. Un paquet de blêtes d'oies tout pareil. Ouais. Après, les couleurs, c'est pareil. La blette noire, c'est quand même la traditionnelle. Les oies, il y en a des classiques. L'important, c'est qu'il y ait bien pour moi, le cul blanc. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Le Parce cul que blanc bien nettoyé. moi, j'ai eu une fois une pose de une quinzaine de cendrés qui sont restés au fond de l'étang, dans l'ombre, avec les jumelles. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les culs blancs. C'est tout. Voilà. Donc, on est bien d'accord. ce qui est très important pour donner un signal visuel, parce que c'est ce que je répète tout le temps, mais quand les oiseaux passent, ils sont à 60 km/h ou à 80 km/h, ils n'ont pas le temps de voir et de distinguer les détails. Hein? Donc ce qui va leur faire tilt, c'est les différences de contraste. C'est pour ça que les formes noires sont peut-être les plus attirantes.
peut-être aussi avec les formes qui reflètent les UV, ça je ne sais pas trop. Mais ce qui est évident, c'est que les barres blanches, pas seulement pour les oies, mais pour les oies c'est caractéristique, le cul blanc, c'est une blette noire ou grise avec le cul blanc. La blette de Morillon, c'est très efficace parce qu'il y a un beau contraste entre le noir et le blanc. Voilà. Et elles sont assez imposantes. Voilà, c'est des blettes qui marchent bien, qui attirent bien. Les blettes d'oie, il faut remettre un coup de pinceau sur le cul blanc. Voilà. Blette de siffleur, il faut bien marquer le miroir. Le miroir, enfin, c'est pas le miroir, c'est sur le carré blanc au niveau des ailes, pour les mâles. Voilà, il y a toutes des petites choses comme ça qui font que l'œil du gibier va être attiré. Hein. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en train de conduire à 120 km/h, sur le côté, vous passez, c'est pas le petit kiki sur la berge qui va vous attirer votre attention, c'est les gros piquets qui dépassent au milieu de l'étang. Voilà, c'est ça qui va attirer votre attention. C'est pareil, la même chose. Bon, donc, parenthèse fermée, les formes, ok, ne font pas peur. Et les oies, après, voilà, tout dépend des. Il faut savoir les placer et les sélectionner. C'est vrai qu'il y a des voies qui vont être trop fortes. Il faut mixer les deux. Si vous faites vraiment une nuit à oies, c'est sûr que si vous mettez toutes vos oies sur la zone de pause naturelle de votre étang au milieu, les canards ils vont venir buter dessus. Ça va remonter. Si vous dégagez bien votre zone, et de toute façon c'est ce qu'il faut quand on chasse aux oies, dégager des grandes zones de pause. De toute façon, même mon canard. Voilà. Et il y a possibilité de réussir les deux. J'ai déjà fait des nuits, les deux sans problème. Les deux sans problème. Et alors, est-ce que à l'attelage, tu mélanges les oies et les canards? Oui. Alors, par exemple, une ligne de plateau. Il peut y avoir aussi bien canard et oie dans la ligne de plateau. D'accord. Voilà. Bon, après, j'essaie d'accoupler les espèces qui s'entendent, entre guillemets, dans la nature. Siffleur, sarcelle. Siffleur, rieuse. Siffleur, sarcelle. Siffleur, rieuse. Siffleur, rieuse. Voilà, bah oui. Voilà. Mais toujours les femelles en rieuse, puisque ça va être, comme elle va être sur la ligne, dans la ligne de pause, on va dire. Plutôt à la pause, ouais. Les femelles, les mâles, on les éloigne. D'accord. Les mâles, j'ai même vu en mettre en cage, comme une chanteuse. D'accord. En bout d'étang, à la berge, sur l'abattage. D'accord. Je comprends. Je comprends. Alors, on n'a pas parlé. Après, il y a les moissons. On n'a pas parlé des moissons. On n'a pas parlé des moissons. Mais les moissons, bon, c'est rauque, ça, c'est un cri. C'est une oie qui fait pas peur parce que la voix est beaucoup plus douce. Elle est plus basse, la tonalité étant beaucoup plus basse. Ça s'entend de loin pourtant, mais ça n'aura pas tendance à faire remonter. Après, voilà, c'est un animal qui est relativement rare. On ne chasse pas la moisson pour tuer des moissons, et des moissons pour tuer des moissons. On chasse avec la moisson parce qu'elle a une voix différente et qu'on cherche la diversité par rapport au voisin. Aussi. Voilà, se diversifier du voisin et avoir quelque chose de différent. Après, dans toutes les espèces que je viens de citer, enfin dans les 3 espèces chassables qu'on utilise pour atteler, la sélection elle se fait comme pour un canard. C'est-à-dire qu'il faut un oiseau qui chasse. C'est ce que les gens oublient. On peut avoir une très belle canne de colvert, une très belle canne de siffleur ou un bon mâle de sarcelle qui dans votre parc trute comme un malade ou qui chante très très bien, qui a une voix qui vous plaît et vous la foutez à la tête, ça peut lui passer 10 fois au-dessus de la tête. Si jamais elle accroche un gibier, si elle ne chasse pas, les oies c'est pareil. Ouais. Voilà. Les oies, il faut qu'elles aient, et j'ai la chance d'avoir fait du tri depuis des années. J'élève des oiseaux depuis l'âge de 10 ans. Hein. Donc du tri depuis des années. Et j'ai eu la chance dans les moissons j'ai un jar comme ça, s'il y en a qui regardent leur reportage et qu'on chasse avec moi, ils vont sourire, qui chasse à tout. Voilà. On peut le mettre à plateau, du moment qu'il est juste en dessous de l'arrivage, il peut vous passer une sarcelle, il va la prendre, il ne va pas la lâcher. Une voix très grave, très nasillarde. Et pouf, et voilà. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on a tous un peu cette histoire-là en tête, d'avoir mis une canne ou une oie, et puis vraiment sans faire vraiment attention, quoi.
Et puis, pouf, quand il y a quelque chose qui passe, pouf, Voilà, elle attaque. elle chante, elle Elle chasse. chante, L'oiseau elle qui chasse. moi, voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais moi j'utilise le mot elle chasse. Il faut Ouais. sélectionner les oiseaux. C'est-à-dire, elle crie sur le gibier. Voilà. Elle crie sur le gibier et elle a tendance à l'accrocher. Voilà, toujours attentive, etc. Si la nuit est calme, il n'y aura pas forcément. Bah, elle va discuter avec son compagnon en couple, voilà, un tout petit peu. Mais elle a cet instinct de rappeler, d'appeler, de chasser. C'est vraiment le mot que j'utilise. Il faut Ouais, des c'est oiseaux un qui bon chassent. terme. C'est un bon terme. Moi, j'ai aussi le souvenir de Cannes qui, effectivement, elle crie sur le gibier, elle l'allonge quand le gibier tourne. Sans forcément déformer leur voix, etc. Et s'il y a un refus de pause, elle va reprendre. Elle est attirée, intriguée par l'animal qui vole au-dessus de lui. Et elle l'appelle. Elle va l'appeler. Et elle l'appelle. Bon, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir un beau cri. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'elle chasse. Voilà. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Il y a des voix qui plaisent. C'est pas forcément ce que nous on aurait choisi. Et il faut un oiseau motivé. Voilà. Donc, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Il faut essayer tous les oiseaux. Et d'autant plus dans les oies, parce que quand on regarde sur les sites internet, quand on a des discussions, etc., tout le monde cherche la perfection au niveau de la morphologie. La belle oie cendrée, les patroses, fines, belle morphologie, etc. Bien sûr, elle chasse pas. C'est forcément agréable. J'ai, sur mon expérience de chasse, nombreuses fois des ailés des oiseaux. J'ai 3 labradors, j'ai récupéré, je n'ai que des oies de rattrapage. Déjà, au niveau sauvage, comme j'ai pu le dire, les voix c'est différent. Alors, les morphologies, entre une oie qui a passé toute sa vie et qui est née en Hollande et une oie qui est née au Danemark au plus haut, et voilà, elles n'ont pas la même morphologie, elles n'ont pas la même. Si on a la chance d'en voir qui viennent de l'Est, en plus de Pologne, etc., pas la même morphologie, pas les mêmes voix. Et les ailés, rattrapés avec les chiens après un coup de fusil, et qui a eu l'aile cassée. Ah ben Là, c'est par rapport à ce que je disais ce matin, on a la chance d'avoir et la voix et la morphologie. D'accord. Ouais. Elle s'est bien remise. Oui, bien remise, bien acclimatée, et j'ai la chance qu'elle pond tous les ans. Elle est fine, hein. Et non. Voilà. Pas Oh. trop stressé. Coq, 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 coq. Coq, 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 coq. Voilà, les anciens, on parlait dans le temps très peu d'oies, les anciens avaient très rarement des oies de qualité, ou quelques des ailés, encore on s'embêtait pas trop à les garder. C'est comment on Voilà. déjà Ils avaient des oies de ferme, entre guillemets, Voilà. croisées de Toulouse ou autre espèce. Même j'ai connu un jarre de Guinée comme ça, qui lui servait un ancien de jarre d'appel. Et ça marchait. Et ça marchait. Ah ouais. Moi, je suis assez d'accord. Il faut tester tous vos canards, tester tous vos oiseaux. Il faut que vous ayez la Voilà. chance de... Et puis, pas seulement qu'une fois. Hein. Il faut le faire 4-5 fois. Et puis, au bout de 4-5 fois, s'il n'y a pas chanté, sifflé ou crié sur le gibier, celui-là, vous pouvez gentiment faire parler la cocotte. Mais sinon, voilà, Il faut connaître ces oiseaux, il faut prendre le temps, il faut le laisser s'accoupler, il faut qu'il soit habitué au groupe, C'est parti. Alors, si on résume, Pascal, Oui. on a... comment est-ce qu'il faut faire? On a à l'arrivage le paquet de blettes, Oui. 15-20, Voilà. bien en ligne, en chauffe. Tout dépend de la surface d'eau. Plus la surface d'eau sera importante, plus le paquet doit être important. Mais voilà, un paquet de blettes d'arrivage. Voilà, Comme pour un le paquet de canard. blettes d'arrivage avec les jarres chanteurs Voilà, à l'intérieur, les voix dominantes. les voix dominantes. Voilà. Ensuite, on met plusieurs autres petits paquets de blettes qui vont jusqu'à la zone de pause, avec le cri en descendant, les jarres un peu moins chanteurs probablement, avec ensuite derrière des oies femelles Plus douce. mais quand même qui chantent Voilà. encore, et puis enfin ce que tu appelles les courtes, Voilà. c'est-à-dire les Celles qui vont rassurer. Voilà. les petits cris, les courts cris. Les courts cris, celles qui vont donner vie à la zone de tir, mais comme une oie, une bande d'oie posée. Voilà. Ouais, et puis on peut mettre les moissons. Et on peut Avec. mettre une moisson avec. Voilà, les moissons avec. Alors, et puis après, si on veut mettre des canards en même temps, Oui. pour chasser les deux,
On peut utiliser les deux, mais c'est vrai qu'il y a des espèces qui se mixent mieux ensemble. Donc, comme je le disais, les rieuses avec les siffleurs. Voilà. Euh, Cendré colvert. Cendré colvert, il n'y a aucun souci. Et puis, quand c'est les moissons ou les cendrées courtes, ça peut être sarcelle, comme le pilet. Le pilet, ça marche bien aussi. Pilet sarcelle avec les moissons Voilà. et avec les femelles Voilà. de cendré. Ah ouais, on oublie le jarre de rieuse. Le jarre de Celui-là, rieuse, le jarre de au rieuse, vent. ou vraiment le jarre dominant de cendré, il est complètement pas forcément au vent, sur l'entrée du gibier. À l'arrivage, oui. À l'arrivage du marais. À l'arrivage, Voilà. c'est ça. Et il peut donc être même à l'extérieur du paquet de blettes et voire même, comme dans le Nord, certaines fois, des jarres de rieuse en cage. En cage. chanteuse. D'accord. Ok, bah c'est clair. Hein. C'est clair. Voilà. Après, c'est aléatoire, c'est la migration, c'est le plaisir, c'est ça. Ah oui, c'est Mais- pas je vais appeler comme ça, je vais en tuer. Voilà, Non, ça ça, fait une c'est. belle musique, c'est mélodieux, c'est agréable. Je pense que c'est surtout la sélection des oiseaux qui va faire la différence. Ouais. Je pense pas que ce soit réellement la quantité. Non. Hein? C'est la sélection. La quantité peut jouer si on ne fait pas de sélection, parce que forcément, si vous avez 40 oiseaux qui donnent, en fait, Il y en aura toujours un ou deux qui vont Voilà, être il y en peut-être a un deux peu qui moins vont faire le un peu moins travail, mauvais que les autres. qui vont faire le boulot pour les autres. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout la sélection. Il faut des oiseaux qui chassent. Voilà. C'est peut-être pas l'expression correcte, je me répète, mais il faut des oiseaux qui Je vois chassent. les oiseaux qui sachent. Des oiseaux Mais motivés. à mon sens, même avec 4-5 oiseaux, si on a des oiseaux qui chassent, qui chantent, Ouais. bah, on peut avoir d'excellents résultats. Ouais. On peut avoir d'excellents Et résultats. la rieuse peut faire poser la cendrée peut faire poser toutes les espèces. Il n'y a Mhm. pas de souci. Comme le colvert peut faire poser Voilà. toutes les espèces de canards. Voilà. Ok, bien. On n'a pas parlé des appos. T'es pas un utilisateur. Non, pas un Tu spécialiste. pipotes pas. Non, je chante un peu. Comme je le disais, je fais chanter mes oies puisque la plupart sont imprégnés. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. On n'en a pas vraiment parlé. Ouais. Notre ami, celui qui a été l'instigateur de ça, c'est Conrad Ouais, Lorenz, Lorenz. hein, Très beau livre. qui a imprégné les oies. Et effectivement, avoir des oies imprégnées, c'est quelque chose qui est formidable parce qu'on peut les appeler un petit coup dans la nuit quand c'est calme, et puis ça se remet à chanter, ça met un peu. C'est vrai. Voilà, bon, je pense qu'on on a fait un bon tour là, hein. On a fait un bon On va tour. essayer de résumer. Il y aurait à dire. En dernier lieu, peut-être les armes et les munitions, quoique c'est pas vraiment le plaisir de la Non. chasse, c'est de les faire poser, De c'est les pas faire forcément poser. de les tirer. Bon, Mais la finalité, le prélèvement, il est quand même. c'est quand même important, il ne faut pas les blesser. Voilà. Donc, quelque part, l'oie est quand même un oiseau qui est relativement gros, relativement Il faut du gros vigoureux. Ouais, il faut du gros plomb. Il faut du gros plomb, alors le plomb est plus utilisé, mais Oui, enfin là, je parle la de taille des billes. Voilà. il faut des grosses billes. Ouais, il faut des grosses billes. Des grosses billes d'acier. Alors en France, on ne peut pas aller au-dessus du 1, enfin en dessous du 1. Mais moi, ce que je recommande toujours, c'est d'utiliser des billes de tungstène. Ouais. Là, Voilà, c'est ça. on a une efficacité qui est plus importante encore que le plomb. D'ailleurs, je vais en parler dans un des articles de la revue. Et là, on peut même se permettre d'avoir du plomb plus petit. Oui, à courte distance, un coup de 6 En tungstène, c'est formidable. Bon, même si elle se vend plus, mais il y a d'autres marques comme la Extended. Voilà. Ça vous tue, nous, bien entendu. Mais je préconise quand même plus le 4. Voilà. Et vraiment, à distance un petit peu plus élevée, le 2. Une oie, ça peut partir avec beaucoup de plomb encore. Il faut malheureusement, le terme n'est pas joli, mais il faut lui casser un os. Il faut, si vous ne cassez pas une aile, si vous ne cassez pas un os interne, elle partira, Elle ira mourir ailleurs. Donc, Et vous perdez votre gibier. pour tuer net, déjà il ne faut pas taper dans le tas, ça on oublie. Ouais. Vous prenez. Alors déjà, oui, lors de la pause, on n'en a pas parlé, prenez les têtes. Pensez à Voilà. mettre les têtes dans le U et ne pas tirer dans le corps. Ne jamais les tirer de gave. C'est pareil, de face, c'est pas la peine. Là, vous ne tuerez rien. Et il faut prendre les têtes opposées, du plomb, de la bille relativement grosse,
Et il faut. Et là, vous ramasserez à chaque fois. Là, ça, Vous ramasserez à chaque fois. Il faut, si vous voulez en tirer plusieurs, vous attendez que les coups se croisent pour tirer les coups. Et voilà, et vous allez ramasser. Et au vol, vaut mieux les prendre vraiment au coup du roi, à la verticale, pas montante sur vous, ou les tirer de cul. Il y a une meilleure pénétration. Ouais. Et viser les coups. Voilà. Viser les Oui, coups. sauf de cul. Ouais. Moi, on m'a dit, Ouais. une oie, Au vol, oui. au vol, tu prends la tête et tu la tires comme une grive. Devant la tête, voilà. Tu prends la tête, tu la tires comme une tête, Ouais. comme ça, c'est la taille d'une grive. Tu Ouais, prends la tête, tu tires comme une grive. Ouais. Voilà. Et là, ça tombe. Donc là, souvent, les gens se font l'erreur de prendre le corps, c'est ce qui est plus massif. Ah oui. Voilà, on est bloqué sur l'oiseau. Voilà. Et Mais on tire derrière. voilà. Prenez la tête. Voilà. Alouette. Non. Ouais. Ok, bah écoute, merci Pascal pour toutes ces explications. Bah, j'ai appris des choses. Merci de m'avoir C'était, invité. Voilà, je fais participer les gens à ma passion, tout simplement. Je ne suis pas un spécialiste loin de là, c'était le plaisir de pouvoir en parler. Exactement. Partager Et puis ça. j'espère que ça va plaire à tous nos auditeurs et lecteurs qui vont pouvoir regarder ça dans la revue. Merci Pascal.